à Kumba. Le décret présidentiel est en tête de ce journal. Carton rouge contre les accidents de la route. Le ministère des Transports réforme la visite technique, le permis de conduire et la carte grise. Les innovations sont expliquées dans le dossier de ce 20h30. Le feu vert attendu de la CAF au terme de la visite et d'évaluation des experts. La visite est en cours à travers les sites des prochaines compétitions sportives. La première étape à Yaoundé, c'est en page des sports de ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Pour ouvrir le journal, voici ce décret du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui déclare en son article 1er que la journée du samedi 31 octobre 2020 est déclarée journée de deuil national en la mémoire des victimes de l'attaque du complexe scolaire Mode Francisca International Bilingual Academy. C'était à Fiango, à Kumba, département de la Mémé, le samedi 24 octobre 2020. Article 2e, tous les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. Et article 3e, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel et en anglais. Le décret est signé à Yaoundé ce 28 octobre 2020 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et ce communiqué du gouvernement qui nous parvient à l'instant même dans la suite de ce journal pour évoquer la neutralisation d'un des terroristes de cet attentat horrible et barbare perpétré par les rebelles sécessionnistes dans un complexe scolaire à Kumba. Ce complexe scolaire précisément, le gouvernement de la République qui porte donc à la connaissance de l'opinion nationale que les forces nationales de défense et de sécurité, faisant suite aux très hautes instructions du chef de l'État, chef des armées, ont intensifié les opérations de recherche active des terroristes sécessionnistes ayant froidement ouvert le feu sur des élèves se trouvant dans les salles de classe de ce complexe scolaire dénommé Mode Francisca International Bilingual Academy le 24 octobre 2020 dans la ville de Kumba, département de la Mémé, région du Sud-Ouest. C'est ainsi que dans la nuit du 26 octobre 2020, aux environs de 21h30, une patrouille de présence au 6e bataillon d'intervention rapide, le BIR, déployé dans les artères du quartier Kosala, à Kumba, sur la base des informations recueillies auprès des populations locales, a réussi à neutraliser le rebelle sécessionniste connu sous l'appellation de Wonke. Le dit terroriste a été clairement identifié comme faisant partie et en première ligne du commando qui a fait irruption dans l'enceinte du complexe scolaire sus-indiqué le week-end écoulé à bord des trois motocyclettes pour semer l'émoi et la désolation en assassinant de jeunes apprenants. Dans la traque systématique menée par nos forces spécialisées, le nommé Wonke, lourdement armé, a tenté de s'exfiltrer par une ruelle du quartier. Et sous l'étau d'une manœuvre d'encerclement déployée par les éléments des forces armées, le fugitif a immédiatement ouvert le feu et s'est heurté à la riposte foudroyante de l'unité opérationnelle. La famille de la fouille de la chambre où se cachait le malfrat, ainsi mis hors d'état de nuire, a permis de récupérer, entre autres, son pistolet automatique de marque REC,
12 munitions de 7,62 mm, 7 munitions de calibre 12 mm, 7 téléphones portables, un récépissé de carte nationale d'identité au nom d'un fort, un sac en bandoulière contenant du chanvre indien. Le gouvernement précise en outre que les opérations de neutralisation du reste de la bande de ces rebelles sécessionnistes incriminés, soit une dizaine de terroristes au total, se poursuivent avec entrain. Au demeurant, le gouvernement de la République réitère sa ferme détermination à ne ménager aucun effort pour que ces individus sans foi ni loi soient mis aux arrêts pour répondre de leurs actes devant la justice. Enfin, le gouvernement se félicite de l'esprit citoyen et républicain des populations locales dont la franche collaboration aura permis à nos forces de défense et de sécurité de neutraliser le terroriste surnommé. C'est donc un communiqué signé ce 28 octobre par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Dans la suite du journal, et on vient de l'entendre, le décret du président de la République qui déclare donc le samedi 31 octobre journée de deuil à travers le Cameroun. Ce décret est accueilli avec soulagement sur le terrain dans le sud-ouest où la douleur et la consternation restent vivaces après les terribles assassinats de ces 7 élèves samedi à Kumba. Des réactions et des marches de condamnation de cet horrible attentat se poursuivaient encore ce samedi alors que s'achevait la mission de réconfort des 3 membres du gouvernement et des forces de défense et de sécurité, tous dépêchés dans cette région du sud-ouest par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. La délégation que conduisait le ministre Paul Atangandji est de retour à Yaoundé ce soir après avoir transmis sur le terrain les messages de condoléances et de prompt rétablissement du couple présidentiel. Les premières mesures de sécurité et les engagements de la mission à Tangandji, c'est dans ce reportage bilan de Augustin Guizana, l'envoyé spécial de la CRTV dans le sud-ouest. C'est à un véritable marathon que s'est livrée la délégation interministérielle en visite dans le sud-ouest. Sous la conduite du ministre Paul Atangandji, les membres du gouvernement et les représentants des forces de défense et de sécurité vont marquer leur premier arrêt dans les services du gouverneur. Bernard Okalia Bilay fait le point de la situation sécuritaire en général et celle relative à la fusillade du 24 octobre en particulier à Kumba. Direction hôpital régional de Boya. Les 2 blessés sous soins intensifs et les membres de leur famille reçoivent la visite de la délégation. Le corps médical se veut rassurant sur les pronostics vitaux. Puis, Paul Atangandji annonce que l'État prend en charge le traitement de tous les blessés. Après ce message de réconfort, la délégation quitte le chef-lieu de la région du sud-ouest pour le département de la Mémé. Arrivé à Kumba, Paul Atangandji et sa suite tiennent une réunion de sécurité élargie aux autorités locales. Aujourd'hui, les terroristes n'ont aucun soutien au plan national et au plan international. Les terroristes n'ont aucun soutien des populations. Voilà pourquoi ils procèdent par des actes lâches. À cette réunion, comme à celle tenue dans la salle des actes de la communauté urbaine de Kumba, le gouvernement, par la voix des ministres en charge de l'éducation, condamne l'acte terroriste de Moda Francisca International Academy. Ce mercredi, c'est donc mission terminée pour ces membres du gouvernement et ses forces de défense et de sécurité. Tous étaient accueillis hier mardi sur place dans le sud-ouest avec beaucoup d'espoir par l'ensemble de la population. L'élite notamment qui est sortie massivement pour condamner l'horreur de Fiango et exprimer son soulagement face à la compassion présidentielle. Gilles-Claude Mbonetoundi est à Kumba. Se taire, c'est prêter le flanc à la violence. Ce mardi à Kumba, les populations n'ont plus les mots. C'est malheureux que cette situation arrive à Kumba. On a vu ça avec le Kumba District Hospital. Mais les choses qui sont plus importantes, c'est pour voir que Kumba, c'est ici que cette guerre va finir. Il y a de certains gens qui sont en train de gâter la paix qui existe à Kumba. Nous, on cherche le développement et on ne peut pas développer notre vie en insécurité.
Vieux, jeunes, enseignants, chefs traditionnels et élites locales font chorus. Les larmes sont finies dans leurs yeux. Il faut qu'on cause, voir ce qui est là et puis on met les solutions. Ce n'est pas qu'on prend les balles pour commencer à tuer les innocents. Ce qui nous a surpris, c'est la nature, c'est la barbarie des terroristes qui ont attaqué les enfants. On sait que les écoles sont sacrées. Même pendant la guerre, on n'attaque pas les enfants. S'indigner pour dénoncer le mal, mais l'école doit reprendre. Malgré la douleur, la mission interministérielle rassure ici à Koumba du baume au cœur de la population. D'autres réactions encore, comme celle-ci de l'Observatoire du développement sociétal qui condamne avec la dernière énergie le massacre de 16 élèves le samedi 24 octobre à Koumba. Le coordonnateur de l'Observatoire était face à la presse hier mardi. Je vous propose d'écouter Liliane Maurice Koulou Ngoulou dans un extrait de cette déclaration sélectionnée par Étienne Pascal Azeg. L'Observatoire du développement sociétal exhorte les autorités publiques d'activer tous les services spécialisés et opérationnels pour démasquer ces ennemis de la République et les conduire devant les juridictions compétentes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Car il est clair que le cap de l'horreur franchi par ces criminels appelle à une réponse d'une implacable fermeté. Qu'est-ce que l'avenir d'un pays si ce n'est sa jeunesse et son éducation? S'attaquer à ce socle essentiellement innocent et vulnérable, c'est sans conteste tuer notre pays et ses meilleurs espoirs. Également entendu la compassion du pape François adressée au peuple camerounais suite à ce massacre de Koumba. C'était ce mercredi matin au cours de son audience générale en la salle Paul VI du Vatican. Le souverain pontife a déclaré qu'il s'unit à la douleur des familles dont les enfants ont été ainsi brutalement arrachés à la vie. Il a plaidé pour le retour à la paix dans cette région du sud-ouest et même dans le nord-ouest Cameroun et à travers l'ensemble du territoire national. Voici cette déclaration du pape François. Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso a Koumba, in Camerun. Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita i piccoli innocenti mentre seguivano le lezioni a scuola. Che Dio illumini i cuori perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le martoriate regioni del nord-ovest e sud-ovest del Paese possano finalmente ritrovare la pace. Auspico che le armi tacciano e che possa essere garantita la sicurezza di tutti e il diritto di ciascun giovane all'educazione e al futuro. Esprimo alle famiglie, alla città di Koumba e a tutto il Camerun il mio affetto e invoco il conforto che solo Dio può dare. La compassion du pape François, c'était ce mercredi matin au Vatican. Ici, sur place au Cameroun, l'Université protestante d'Afrique centrale a saisi l'occasion de son colloque sur les extrémismes, les guerres, la paix et le développement en Afrique pour fustiger le massacre de Koumba. Le professeur Bouba Mbima, le recteur de l'UPAC, propose des pistes de solutions pour endiguer les violences au Cameroun. Je vous propose de l'entendre. Nous devons faire des recherches approfondies pour que nous puissions atténuer ces violences, atténuer ces extrémismes et trouver des solutions qui nous permettront d'avancer, de développer l'Afrique. Parmi ces solutions, parler de dialogue avec tout le monde et en même temps le rapprochement et surtout insister sur l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre tel qu'il est, créé à l'image de Dieu, la préservation de la vie, la préservation de la dignité humaine et la préservation de l'amour
sont les mots-clés pour que nous puissions vivre ensemble. Extrait d'une déclaration du recteur de l'Université protestante d'Afrique centrale, sélectionnée par notre reporter Elvire Angéline Ebalé. Et puis, il y a eu également des réactions des chefs traditionnels de la région du centre qui expriment également leur indignation et condamnent sans réserve ces actes terroristes de combat. Nous y reviendrons certainement dans la suite de ce journal. Mais prenons d'abord des nouvelles du colloque international qui est en cours à Brazzaville au Congo sur le thème « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée ». Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qui représente le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à cette rencontre, rappelait hier mardi l'impératif de la solidarité internationale. Et ce mercredi, la parole était aux experts, parmi lesquels 2 compatriotes, 2 Camerounais, dont les interventions ont particulièrement retenu l'attention. Reportage à Brazzaville, l'envoyé spécial la CRTV, Laurentine Bokono. Une femme et un homme pour porter l'expertise camerounaise en terre brazzavilloise, chacun dans son domaine de compétences. Elle, c'est Virginie Wanyaka Bongem, maître de conférence spécialisée dans l'histoire militaire. Elle est présidente du Forum des historiens du Cameroun. Lui, c'est Armand Claude Abanda, en sa qualité de président du FUJIPAC, le Forum des grandes universités et écoles professionnelles d'Afrique centrale. C'est très important que les populations africaines connaissent leur histoire. Il faut que les gens sachent d'où ils viennent et qu'on puisse utiliser cette mémoire pour bâtir le présent et l'avenir. À l'instar de celui qui est par ailleurs le représentant résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun, Madame Virginie Wanyaka Bongem expose sur la participation du Cameroun à la libération de la France. Il faut regarder la spécificité camerounaise au moment de l'appel de De Gaulle. L'action du général Leclerc, n'est-ce pas, démontre haïtien la loyauté envers un chef. Au deuxième jour du colloque international de Brazzaville, les participants revisitent ainsi les chemins de l'histoire qui éclairent l'avenir pour porter l'espoir de la jeunesse africaine. Et sur le plan économique, les pays de la sous-région Afrique centrale se relèvent progressivement des violentes secousses consécutives à la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus qui a paralysé une économie régionale qui se remettait à peine de la chute brutale des prix du pétrole. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale a fait le point sur ces questions et d'autres encore. Abbas Mahamat Toli a accordé en effet une interview exclusive à la CRTV, morceau choisi ce soir par Evelyne Owonaisomba. La voix la plus autorisée s'exprime pour informer et rassurer sur l'état de santé de l'espace CEMAC. Le coronavirus est passé par là tel un tsunami. Après la poussée de fièvre, les paramètres macroéconomiques semblent stables. Nous avons injecté hebdomadairement 500 milliards, ce que nous continuons à faire. Et nous avons essayé aussi d'élargir la gamme des effets admis au refinancement. Abbas Mahamat Toli a choisi de se livrer en exclusivité sur les antennes de la CRTV. Échange France en faufuyant l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des réformes économiques en cours pour consolider notamment l'écosystème financier de la zone, l'accompagnement des entreprises, les rapports avec les banques locales. Au rang des challenges, l'implémentation de la nouvelle réglementation d'échange. Le mandat d'unifier les marchés boursiers de la CEMAC, ce qui fut fait. Et pour nous, c'est une alternative au financement bancaire des économies. On voit à peu près 150 milliards de capitalisation boursière en une année. Les efforts continuent. Le citoyen lambda attend la banque sur des questions plus pratiques, la gratuité des services bancaires à la clientèle et surtout la rareté des signes monétaires. Nous attendons maintenant la livraison qui va être imminente et je tiens à profiter de cette occasion pour assurer le public que les pièces de monnaie seront là disponibles bientôt. Mais parmi les points d'interrogation en suspens, eh bien, le marronnier de l'avenir de la monnaie communautaire. Intégralité de cet entretien à suivre juste après ce 20h30 sur CRTV News au canal 306. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, sera face à Evelyne Owonaisomba. Le Cameroun et le Congo ont
également déjà sélectionné lundi cette semaine l'entreprise qui va réaliser le projet de Cholet pour la production de quelques 600 mégawatts d'électricité au profit des deux pays et ce, à partir du premier trimestre 2021. Le comité inter-État qui s'est donc tenu lundi était placé sous la présidence du ministre Gaston Elundu Esomba par visioconférence et cette étape constitue une étape très importante pour ce projet énergétique. Cyril Kingembepe. La localité de Cholet, sur le fleuve Dja dans la région du Sud, limitrophe entre le Cameroun et le Congo, va abriter cet important projet de 600 MW d'énergie. Désormais, l'entreprise adjudicatrice est ciblée et le processus peut se poursuivre. Cette étape est liée au accord, n'est-ce pas, des deux chefs d'État qui devront se prononcer parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ministres ont pris une décision. La sélection qui est faite, elle est provisoire. Donc on attend le haut accord, n'est-ce pas, des deux chefs d'État pour que la procédure puisse suivre son cours. C'était l'objet principal de cette réunion du comité inter-État de pilotage du projet. Un renforcement de l'énergie entre les deux nations est en vue. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet qui devra produire 600 MW d'électricité au bénéfice des deux pays, c'est-à-dire le Cameroun et le Congo, naît, n'est-ce pas, de la volonté des deux chefs d'État. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Esomba, et son homologue en charge de l'énergie et de l'hydraulique du Congo, Serge Blaise Zoniaba, donnent ainsi l'aval aux travaux préparatoires réalisés par les experts. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Nous allons immédiatement faire le point de la riposte du Cameroun contre la pandémie du coronavirus. Et Évariste Eyanga et son invité du jour sont déjà sur le pied de cette conversation au centre des opérations des urgences de santé publique pour les sujets évoqués ce mercredi. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre invité. Qu'est-ce qui est exactement à retenir aujourd'hui, ce mercredi ? Bonsoir Adèle, à retenir, c'est cette bonne nouvelle pour les femmes enceintes atteintes de coronavirus Covid-19 et celles qui n'ont pas encore contracté la maladie. On ne trouve plus de cas positifs en ces femmes ces derniers moments. En tout cas, la décroissance actuelle des cas positifs fait en ce que lorsque l'on recense tous les cas, on ne trouve plus de femmes enceintes atteintes de cette maladie, ce qui les met donc provisoirement à l'abri. Le médecin de ce soir, c'est le docteur Philémon Marie, il va nous l'expliquer davantage. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste. Vous êtes gynécologue, obstétricien. Dites, vous avez eu affaire sur votre table d'accouchement à des femmes enceintes atteintes de Covid-19. Comment cela s'est passé? Oui, ces femmes enceintes qui étaient testées positives pour le Covid-19, il y avait un protocole précis. Et ce protocole consistait à isoler ces femmes dans une salle de travail individuelle, accompagnée avec une sage-femme. Et dès que l'accouchement a eu lieu, le bébé, il y a une suite de protocoles. On devait laver ce bébé et présenter ce bébé dans le service de néonatologie. Et juste après l'évaluation de ce bébé, le bébé est remis vers sa maman. La néonatologie, les césariennes, on a eu des cas comme cela, des cas que certains parents ne souhaiteraient pas au moment de la naissance. Maintenant, il y a décroissance des cas positifs, plus de femmes enceintes. Comment on explique cela? Oui, en tout à fait, on peut remercier le Seigneur qu'il y a plus de cas positifs la plupart du temps, parce que on constate
évidemment que les gens appliquent les méthodes de barrière mises en place par le gouvernement. Mais ça ne nous empêche pas d'être vigilants et de rester toujours vigilants parce qu'on peut toujours attraper le virus. Donc, continuer à appliquer les méthodes de barrière mises en place par le gouvernement pour empêcher l'évolution de ce virus. Docteur, merci. Je précise que vous êtes d'expression anglaise. On a pu le remarquer. Les femmes enceintes sont de plus en plus à l'abri, mais pas totalement. Ça, on a pu le retenir. Et aussi, il y a sous d'autres cieux des études qui indiquent qu'en ce moment, les femmes enceintes porteuses de coronavirus accouchent pour la plupart prématurément. À vous le plateau. Merci pour ces nouvelles, Évariste. Transmettez nos remerciements au docteur Philémon Semari. Et il y a également des entreprises citoyennes qui continuent d'apporter leur coup de main à la lutte que mène le gouvernement et le Cameroun tout entier contre cette pandémie du coronavirus. Voici la contribution des cimenteries du Cameroun. Le président du conseil d'administration de Simencam, Pierre Mokoko Mbonjo, vient en effet de remettre au ministre de la Santé publique un don d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Hawa Issa de CRTV Centre raconte. Simencam fait de la santé des populations une priorité après avoir investi dans les formations sanitaires et les 6 communes qui abritent leur structure. L'élan de solidarité vient de s'étendre à l'échelle nationale, comme l'explique son président du conseil d'administration, Pierre Mokoko Mbonjo. Simencam répond aujourd'hui à l'appel que le chef de l'État a lancé, la solidarité nationale dans la lutte contre la Covid-19. Nous venons d'être reçus par Monsieur le ministre de la Santé publique, à qui nous avons solennellement remis le don d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ce don est composé de masques, de kits de dépistage, de blouses, de surblouses, d'extracteurs d'oxygène, de lits de réanimation, et également de 8 respirateurs. Nous avons commencé à assister différentes formations sanitaires depuis le mois d'avril en notre qualité d'entreprise citoyenne, la première cimenterie du Cameroun dans l'histoire du Cameroun. Ce geste de solidarité de l'entreprise citoyenne, la première dans la production des matériaux de construction au Cameroun et en Afrique centrale, a été apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Santé publique. Le caractère citoyen, n'est-ce pas, de l'entreprise qui participe aux côtés du chef de l'État, aux côtés du Premier ministre, aux côtés des populations camerounaises, à cette lutte qui est devenue une lutte commune. Ça nous permettra effectivement de monter en puissance avec ces deux pôles-là. Dans sa quête permanente du bien-être des communautés, Simencam s'est doté d'une stratégie de responsabilité sociale, un plan ambitieux soutenu par la volonté de créer un fonds d'autonomisation de la valeur pour ses parties prenantes. Les cimenteries du Cameroun, c'est plus de 50 ans d'expérience pour un capital d'environ 14 milliards 560 millions de francs CFA. Nous allons dans la région de l'Ouest où le département de la MIFI vient d'abriter les 5e journées de l'excellence scolaire. L'initiative du ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre a primé les élèves méritants de cette année. Retrouvons Jean de Dieu Coignet à la place des fêtes de Bafoussam. 5e édition de la journée de l'excellence scolaire et académique dans la Messie, initiée par le professeur Pascal Guié Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Seuls les élèves ayant obtenu la mention très bien et bien au baccalauréat, session 2020 et au GCE Advanced Level ont reçu des bourses scolaires et ne cachent pas leur satisfaction. C'est pour nous forcer à travailler encore davantage. Je suis vraiment très content, très fier de ce que le professeur M. Pascal Guié Kanté a fait pour nous. Il est question pour le professeur Pascal Guié Kanté d'apporter une contribution à la communauté éducative du département de la MIFI. Vous me permettrez à ce stade de mon propos d'insister, comme les années antérieures,
sur le grand intérêt que le président applique son excellence Paul Biya accorde au secteur de l'éducation. Une initiative louée par les principaux orateurs à la place des fêtes de Bafoussam et le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, qui a invité les lauréats du jour à plus d'engagement. Au cœur du dossier de la rédaction ce soir, la sécurité routière, pour mieux comprendre les dernières réformes du secteur des transports en ce qui concerne précisément la lutte pour la réduction des accidents de la circulation. Et parmi les innovations, on annonce la vignette sécurisée de la visite technique, une réforme considérée à juste titre comme un changement majeur par le ministre des Transports. Il s'exprime dans ce reportage de Oswald Modon. Effective depuis le 31 janvier 2020, c'est le 16 mars qu'elle entre en vigueur. La nouvelle vignette sécurisée devrait assainir un secteur souvent pointé du doigt pour des complaisances aux conséquences désastreuses. Il nous avait été donné de constater que l'activité de contrôle technique au Cameroun était sujette à de nombreux dysfonctionnements liés en majeure partie au problème de sécurisation du processus du contrôle technique. Ces dysfonctionnements sont à l'origine de 20% des accidents de la circulation. La nouvelle arme fatale du Minetransport garantit des résultats authentiques, fiables et traçables. L'architecture de la solution numérique mise en place débouche à une interconnexion des bases de données en vue d'une centralisation de celle-ci. Il est de cette réforme, comme il est de l'opération Zéro Accident sur nos axes, initiée elle aussi par le ministère des Transports. Il s'agit des activités de sensibilisation des usagers de la route sur les mauvaises pratiques telles que l'excès de vitesse, l'absence de port de ceinture de sécurité, les surcharges, le non-respect du code de la route. Autant d'actions concrètes destinées à fluidifier le trafic sur les routes camerounaises en les rendant plus sûres encore. La carte grise et le permis de conduire figurent également au rang de ces réformes. Les deux documents changent profondément sur le plan de la forme et du fond. Il s'agit en définitive de former de bons conducteurs avec des véhicules plus sûrs pour réduire les cas de tombe sur les axes routiers. Franck Evina. L'ancien et le nouveau permis de conduire. 14 codes de sécurité supplémentaires, paramètres biométriques renforcés. Avec un code QR qui nous permet de renseigner dans ces permis de conduire toute information que le ministère du Transport juge important. Je prends par exemple, si votre permis de conduire est suspendu. Le support change, les procédures aussi. Ça a commencé par la traque des auto-écoles clandestines. Cet audit nous a d'abord permis de constater et d'éliminer dans le processus de formation frauduleuse et candidat environ 224 auto-écoles. Avec ce toilettage, plus de chance pour les faussaires. Ne prend le volant qui veut mais qui peut. Chaque candidat reçoit un code, en principe un livret de suivi des formations, pour aussi rassurer que vous avez assimilé le contenu pédagogique pour vous rendre apte à la conduite automobile pour la catégorie dans laquelle vous avez été inscrit dans l'auto-école. Le codage est aussi corsé pour la nouvelle carte grise. Ces données numériques sécurisent la visite technique. Les titres de transport empruntent ainsi un virage décisif vers la réduction progressive des accidents de la route. La nécrologie à présent dans le journal, les familles, les collègues et les amis éprouvés par le décès du général de division Simon Pierre Dagafounangsu se sont retrouvés ce mercredi à la cérémonie de mise en bière de la dépouille mortelle de l'illustre disparu. C'était à l'hôpital général de Yaoundé en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de nombreux autres membres du gouvernement. La douleur de ce moment captée par Pierre Evembe. La morgue de l'hôpital général de Yaoundé a ouvert le vent du dernier voyage vers l'éternité du fils de Yagua. La dépouille mortelle du général de division Simon Pierre Dagafounangsu, désormais mise à la disposition des hommes pour une prière et des hommages avant le retour vers le Dieu des armées, son Dieu. La présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense et ses proches collaborateurs, des autres membres du gouvernement, des compagnons de la deuxième promotion de l'école militaire interarmée du Cameroun et MIAC, de la grande famille de l'église évangélique du Cameroun de Loncac, dont il était un privilégié du cercle des anciens d'église.
Un déploiement multidimensionnel salué par le collège pastoral de l'EEC, conduit par le révérend pasteur Albestine Memiafo. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Ce sera repris en écho à la paroisse EEC de Loncac qui l'a servi dans la discrétion et l'humilité. Et demain jeudi, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, voir les honneurs militaires pour le bon combat qu'il a combattu. Un autre fils de Yagua qui s'en va au milieu de beaucoup d'émotions à cette cérémonie de mise en bière de la dépouille mortelle de notre collègue Bawa Ramsina. Il était le chef de service du personnel ici à la CRTV. Il est décédé le 7 octobre dernier. La cérémonie de levée de corps, c'était cet après-midi à cette même morgue de l'hôpital général de Yaoundé, en présence de diverses personnalités de la famille de la CRTV, représentée par le top management de l'office. Un ultime hommage à notre collègue Ramsina Bawa, qui s'en va ainsi à 59 ans. Ce féru de football était marié et père de plusieurs enfants. Il sera inhumé vendredi après-demain à Yagua, sa terre natale. La CRTV encore et la famille biologique de notre collègue Mireille Lambeau qui sont inconsolables après le décès annoncé hier mardi de cette journaliste principale. Mireille Lambeau-Tiwa était un pur produit de l'ESTIC. Elle a également été pendant près de 20 ans au service des rédactions radio et télé ici à la CRTV, essentiellement à la présentation des éditions de journaux parlés et télévisés. L'émotion des familles et des collègues est captée ici par Elvire Angéline Ebalé. Les ondes de la CRTV radio pleurent et les écrans de la télévision nationale sont assombris par la disparition de la journaliste principale, Mireille Lambeau. Elle était en service à la direction des rédactions radio, au département du contrôle de la qualité des journaux parlés langue anglaise. Dominée par la maladie, la mort a emporté ce mardi, au centre des urgences de Yaoundé, la voix suave, douce de la présentatrice vedette des journaux parlés et télévisés à la CRTV. La marque déposée du journal de 15 heures en langue anglaise au poste national était appréciée par ses qualités tant relationnelles que professionnelles. Mireille était une femme exemplaire. Mireille respectait les gens. Elle présentait les journaux de 19h30, j'étais son réalisateur. Comme présentatrice, c'était une femme qui était toujours là à l'heure, qui était bien réceptive. Partie à 48 ans, la digne fille du département des Bamboutos, région de l'Ouest, aura mis son talent au service de la CRTV pendant une vingtaine d'années. Diplômée de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC, promotion 98 division D3, Mireille Lambeau laisse, sans voir, collègues, amis et un fils désormais orphelin de mère. Toutes les condoléances du 20h30 à ces familles endeuillées, à celles de notre collègue Mireille Lambeau. Je signale avant la page des sports ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Miloš Zeman, le président de la République tchèque, et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ce 28 octobre. Les sports, pour parler essentiellement football et de la visite d'inspection de la CAF, la Confédération africaine de football, qui exprime son satisfait au terme de la première étape de cette visite. La qualité des infrastructures sportives du site de Yaoundé a retenu l'attention des experts de la CAF ce mercredi. Sur leur part, notre reporter Germain Noël Essengue. Le stade Omnisport de Yaoundé, épicentre de la cérémonie d'ouverture du prochain CHAN, est passé au peigne fin. La pelouse est impeccable et bien traitée. Sa tonte réglementaire. Les salles de travail entièrement équipées. Le centre multimédia, une véritable merveille. L'espace offre toutes les facilités aux reporters dans un cadre confortable. Idem pour la salle de conférence, dont les connexions à la fibre optique
permettent de reprendre en direct sur d'autres chaînes les échanges. Véritable innovation saluée par Anthony Bafoué, le secrétaire général de la CAF et sa délégation. Au stade annexe Omnisport, les experts non relevés. Au Kankwak, les hôtes du Kokan se sont déportés au complexe sportif d'Olembe pour examiner les 2 stades d'entraînement proposés par la partie camerounaise pour pallier l'absence du stade de Ngoekele, définitivement hors jeu pour le CHAN 2020. Proposition entièrement validée. Les 2 annexes disposent de toutes les installations exigées. Non prévues sur leur itinéraire, le grand stade de 60 000 places en cours d'achèvement à Olembe a néanmoins été inspecté. L'ouvrage a émerveillé les visiteurs. Pour tout dire, les pas des experts étaient parfois ponctués par des salves d'applaudissements avec des félicitations exprimées sur la qualité des installations à la grande satisfaction du Kokan. Examen réussi à Yaoundé. De bonnes nouvelles qui mettent donc du sourire et la fin du 20h30 préparé avec la collaboration de Augusta Ngononga et de Agnès Solange à Bessolo. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après le 20h30 le magazine des hommes et des vies ici sur CRTV et je vous rappelle sur CRTV News au canal 306 une interview exclusive du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli. Il sera face à Evelyne Oona Essomba, le chef de cette chaîne CRTV News. Très belle soirée sur nos antennes et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.